Alors, il est temps maintenant de regarder ce fameux cycle de vie des services en détail. Et là, vous avez sous les yeux, en reprenant les 5 étapes du cycle de vie, stratégie, conception, transition, exploitation et amélioration continue, eh bien, on va détailler ensemble les différents processus qui dépendent de cette étape du cycle de vie. Alors, il est bien évident que connaître ces différents processus et leur objet, leur objectif, leur but, c'est fondamental pour la certification utile fondation, hein, on est bien d'accord. Donc ça, cette diapo-là, il faut qu'elle devienne votre livre de chevet. Hein. Il faut que vous l'ayez sur votre pare-brise de voiture, sur votre frigo, ce que vous voulez, mais pour pouvoir passer la certification, il est bien clair hein, de connaître très précisément à quelle étape du cycle de vie est raccroché le process de gestion des configurations ou le process de gestion de la demande, etc. C'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie du tout premier objectif d'un cours fondation, c'est que vous ayez une vue générale du référentiel et que vous puissiez en parler et que vous ayez compris l'objet, le but de chacun des processus. Alors on va le balayer dans le sens du cycle de vie en commençant par la stratégie des services. Vous vous souvenez, dans la stratégie des services, l'objet de cette étape du cycle de vie, c'est d'être en mesure d'imaginer, de proposer les services qui vont le mieux soutenir les besoins des métiers. De quels services les métiers vont-ils avoir besoin aujourd'hui et demain pour atteindre leurs objectifs, les objectifs d'entreprise? La toute première activité, le tout premier processus sur lequel je vais m'appuyer, c'est la stratégie pour les services. Alors cette stratégie des services, elle vise à quoi? Elle vise à formuler des directives, des orientations pour toutes les étapes du cycle de vie, pour tous les processus. Qu'est-ce qu'on a comme activité dans cette étape-là? Eh bien, on a l'identification des forces et des faiblesses de l'entreprise, du fournisseur de services, et les opportunités et les menaces du milieu dans lequel ce fournisseur de services évolue, cette entreprise évolue. Vous avez reconnu le fameux SWOT, hein, Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats. Et l'idée, c'est que pour formuler des directives, pour préciser des objectifs pour l'informatique, il faut que ces objectifs ils soient atteignables. C'est-à-dire que j'ai une idée de mes forces, de mes faiblesses, des opportunités, des menaces, et que ça me permette, en intégrant justement cette vue interne et externe, de formuler des objectifs qui vont être atteignables. On peut toujours viser la Lune, mais si c'est pour n'y jamais y arriver, on ne voit pas très bien l'intérêt. Donc dans cette phase de stratégie pour les services, on va comprendre les forces et faiblesses du fournisseur de services, les opportunités, les menaces de marché, de l'entreprise, des clients, des métiers, et on va formuler des grandes directives vis-à-vis de toutes les étapes du cycle de vie. On va formuler des directives, par exemple, vis-à-vis de la conception. Quels sont les standards qu'on va utiliser pour faire notre conception de service? On va utiliser des directives vis-à-vis de la transition, des directives vis-à-vis de l'exploitation. Une fois qu'on aura défini ces grandes directives et qu'on aura compris l'entreprise et ses opportunités de marché, on va bien sûr commencer à parler du nerf de la guerre qui est la gestion financière. Et la gestion financière, elle a pour objectif de comprendre la composition des coûts informatiques vis-à-vis des services pour savoir combien on va pouvoir vendre le service, combien il va pouvoir nous rapporter si on est dans une optique de centre de profit et si ce service est rentable. Parce qu'il dit, vous devriez facturer les services informatiques. Alors quand on est fournisseur de services informatiques à un client externe, c'est bien clair, hein, on fait payer les services qu'on délivre, mais quand on est une DSI d'entreprise qui soutient ses propres métiers, il est aussi important de facturer les services en interne pour plusieurs raisons qu'on va voir tout à l'heure quand on va regarder la gestion financière, et notamment celle de faire prendre conscience aux métiers que l'informatique a un coût et qu'il est normal de financer ce coût. Ensuite, je vais avoir imaginé plein de services, d'idées de services qui vont permettre de soutenir les métiers. Ces idées de services, elles vont provenir d'études de marché, d'utilisateurs qui ont eu des idées et qui les ont soumises, d'un client qui a dit au commercial, au Business Relationship Management, à la gestion des relations clients, qu'ils auraient besoin de ceci ou de cela. Et donc des idées de développement de nouveaux services. Et donc il va falloir choisir parmi toutes ces idées, parce qu'évidemment l'entreprise n'a pas des ressources illimitées, donc il va bien falloir choisir les services qui vont avoir le plus d'apport pour le client et qui vont être le plus rentable pour le fournisseur. On a une double clé de choix. Ce choix, on va l'opérer dans la gestion du portefeuille de services. Le portefeuille, c'est justement l'outil qui va me permettre de choisir, de prioriser mes investissements, mes développements de services. Ensuite, il va être important
Mais ça, on ne va pas le voir en détail dans le cours Fondation parce que ça ne fait pas partie du programme sur lequel vous pouvez être interrogé. On va parler de la gestion de la demande, et cette gestion de la demande, elle est importante, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est mais quel est le niveau de demande auquel on va devoir faire face vis-à-vis de nos clients. Est-ce qu'on va, par exemple, sur un service informatique, une application qu'on va mettre à disposition de notre client, est-ce qu'on va avoir 1000 utilisateurs ou bien 1 million d'utilisateurs? Et bien évident que je prends des chiffres voilà, extrêmes, évidemment, pour faire exprès. Il va être évident que l'infrastructure informatique qui va devoir être mise en face ne va pas être la même. Et donc le niveau d'investissement nécessaire ne va pas être le même non plus. Et donc gérer cette demande, comprendre cette demande, c'est quelque chose de très important pour le fournisseur de services. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la stratégie, parce que ça va dimensionner la capacité qui va être mise à disposition de mes clients. Je ne vais pas servir de la même façon 1000 utilisateurs et puis 1 million d'utilisateurs. Du coup, les investissements qui vont être nécessaires en face ne vont pas être les mêmes non plus. Ensuite, on parle beaucoup de clients, mais quel est le contact, quel est le point de contact des clients? Eh bien, c'est la gestion des relations avec le business. Là, on a en gros l'équipe commerciale. C'est elle qui va être au contact des clients, c'est elle qui va permettre de comprendre, qui va comprendre les besoins des clients, qui va faire remonter des besoins clients et qui va travailler la satisfaction du client. Ça, c'est un des objectifs fondamentaux de la gestion des relations business, c'est je vais faire en sorte que mon client il soit satisfait. On espère que quand le client est satisfait, il est plus fidèle que quand il ne l'est pas. La seule chose qui est sûre, c'est quand il n'est pas du tout satisfait, il n'est pas fidèle. Maintenant, il n'y a pas une relation aussi simple entre satisfaction et fidélité, surtout dans nos sociétés modernes actuelles où on pratique abondamment le zapping. Donc là, on est sur la définition de toute la stratégie du fournisseur de services, l'évaluation, l'innovation qu'on va mettre là-dedans, on va penser à de nouveaux services, on va en faire l'étude en termes de coûts, on va prioriser ces différents investissements, ces différentes idées, on va essayer de connaître, de quantifier la demande qui va émerger des clients et on va essayer de faire en sorte que ces clients ils soient satisfaits. Voilà les 5 grands processus de l'étape de stratégie. Du coup, il sort de cette étape de stratégie des décisions de lancer le développement de nouveaux services. Ces développements de nouveaux services, ils vont passer par une phase de conception. Si on était en gestion de projet, on parlerait d'une phase de planification. Et donc, dans cette phase de conception, on va faire un gros travail qui va viser à comprendre complètement le besoin, comprendre et décrire complètement le service, et livrer ce qu'on appelle un Service Design Package, SDP, c'est-à-dire une sorte de gros cahier des charges, si on peut utiliser cette métaphore. Ce gros cahier des charges, un gros business case complet qui va contenir tout le détail du service. Comment est-ce qu'on va le développer? Comment est-ce qu'on va le supporter? Comment est-ce qu'on va le déployer? Comment est-ce qu'on va le sauvegarder, le restaurer? Comment est-ce qu'on va faire le support de début de vie, par exemple, quand le service nouveau va être déployé, que les utilisateurs vont commencer à se l'approprier. Tout ça, ça va être dans le SDP. Le SDP, c'est une sorte de conteneur qui décrit complètement le service. L'idée, dit-il, c'est de dire on prend ce SDP et on est capable, juste en décortiquant ce SDP, de constituer complètement le service, de le développer, de le maintenir, de le faire vivre. Et c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée de potentiellement pouvoir l'externaliser, de prendre ce service, donc via le SDP, et de l'externaliser chez un provider, etc. etc. C'est ça l'idée qu'il y a derrière le SDP et qui est le livrable de la phase de conception, de l'étape de conception. Alors comment je produis ce SDP? Il faut savoir que pour faire une description complète du service, vous imaginez qu'il y a besoin de l'étudier, de le connaître sous toutes ses coutures. Donc il va falloir le connaître, ce service, en termes de capacité. Quelle est la capacité qui va être nécessaire, la performance sur laquelle on va pouvoir s'engager vis-à-vis de ce service? Quel va être son niveau de disponibilité? Est-ce qu'il doit être disponible 24/7? Est-ce qu'il doit être disponible 95%, 99%, etc. Quel va être le niveau de continuité qu'on va pouvoir offrir vis-à-vis de ce service? Est-ce qu'en cas de désastre majeur, qui est l'objet de la continuité, le service, on va pouvoir continuer à l'opérer sans interruption. Et là, on sera dans la continuité.
ou bien est-ce qu'il va souffrir une interruption et on va être momentanément en mode dégradé. Et là, on va être dans la reprise. Bref, les conditions qui vont garantir ce service. Vous vous souvenez que c'est les 3 composantes de la garantie de service et il faut lui ajouter la sécurité. Quel va être le niveau de sécurité vis-à-vis de ce service? Niveau de sécurité sur lequel on va pouvoir s'engager. Parce que l'idée, c'est que cette garantie de service, comme son nom l'indique, on va chercher à la garantir, c'est-à-dire qu'on va l'exprimer dans un contrat. Donc on ne sera pas étonné de trouver dans la conception la gestion des niveaux de service qui est le process qui s'occupe de la surveillance, de la signature, de la négociation des contrats, de tous les contrats. Ensuite, vous vous souvenez que pour passer de la phase de stratégie à la phase de conception, on a un mandat pour développer le service. Concevoir ce service, ça va passer par l'organisation d'un certain nombre d'étapes. Les différentes étapes qu'on vient de passer en revue, c'est-à-dire qu'il va falloir exprimer le besoin. C'est quoi les spécificités, les spécifications fonctionnelles? Quelles vont être l'ensemble des spécifications fonctionnelles de ce nouveau service? Quelle va être l'architecture dans laquelle ce service va être déployé? L'architecture technique, l'architecture d'information, l'architecture d'application, l'architecture des données, l'architecture des systèmes. Et comment est-ce que je vais faire pour sourcer les différents composants de mon service? Donc je vais avoir peut-être à acheter à l'extérieur des composants de service, soit dans le cloud, soit auprès de prestataires externes, etc. Donc je vais avoir besoin d'une gestion de fournisseurs. Et bien tout ça, il faut que ça soit coordonné par un processus qui est le tout premier de la phase de conception, qui est la coordination de la conception. Parce que faire cette conception, c'est quelque chose qui est multidimensionnel, et il y a besoin, et ça c'est un petit nouveau dans la version 2011, d'un process qui va organiser, qui va coordonner toute cette phase de conception. La toute première étape étant la mise au catalogue de ce nouveau service. Alors pourquoi? Parce que une fois qu'on a pris la décision de lancer ce service, c'était la décision qu'on a prise dans la stratégie, on ne va pas attendre d'avoir développé ce service pour commencer à le vendre. On perdrait énormément de temps. Donc on va, dès qu'on a pris la décision de lancer un nouveau service, on va le mettre au catalogue de services, de manière à ce que les forces de vente puissent commencer à communiquer sur le service, puissent commencer à parler du service, à vendre le service, et en parallèle, on lancera le développement de ce service. Mais lancer le développement d'un service avant de le vendre, c'est la recette assurée d'une catastrophe si le service ou le produit ne trouve pas son public. Ou si la demande exprimée d'un métier ou d'un client se révèle tout à fait ponctuelle et ne peut pas être généralisée. Donc la toute première chose qu'on va faire en sortie de stratégie, c'est de mettre au catalogue le service dont on a pris la décision du lancement. On va regarder ensuite la gestion des niveaux de service, c'est-à-dire les types d'engagement qu'on va pouvoir prendre sur la garantie, c'est-à-dire la capacité, la disponibilité, la sécurité. Et on va prévoir dès la conception la possibilité de sourcer, d'aller acheter des composantes de services auprès de divers fournisseurs. Vous vous souvenez de la différence qui existe entre fournisseur et fournisseur de services? Un fournisseur, c'est un sous-traitant. Et donc je vais avoir besoin d'une gestion des fournisseurs qui va être en fait une gestion d'achat, un procurement, gestion du procurement. À la fin de cette phase de conception, j'ai quoi? J'ai mon fameux SDP, Service Design Package, qui est un gros cahier des charges ou un ensemble de documents qui décrivent complètement le service. Au vu de ce SDP, je comprends complètement le service et je suis capable de le donner à quelqu'un, à une entreprise, et qu'elle me développe ce service et qu'elle me le maintienne, qu'elle me l'héberge. Ça, c'est quelque chose que je vais faire dans le cadre de la transition. Une fois que j'aurai le SDP correctement caractérisé, complètement fait, je le passe à l'équipe de transition qui a pour objet de développer ce service ou d'aller l'acheter à l'extérieur, sur étagère, et de le mettre en production. Donc on va trouver en tout premier processus de la phase de transition la planification et du support de la transition. Attention, ce n'est pas le support du service, c'est le support de la transition, où on va retrouver la centralisation des plannings, des ressources qui vont être nécessaires pour déployer le service. Et puis le process le plus important, dit-il, c'est la gestion des changements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura développé ce service, ce produit, on va le mettre en production d'une façon organisée, d'une façon maîtrisée, de façon à être sûr que l'impact sur les services existants et sur l'infrastructure sera maîtrisé et que l'effet sera circonscrit. Pour faire cette évaluation d'impact, puisqu'il va s'agir de ça dans les changements, au-delà du fait de mettre en production les services, on va se baser sur un process qui est le process de gestion des actifs, de services et des configurations, qui est en fait une photo, un modèle
dans une base de données de l'infrastructure informatique, de tout le système d'information, parce que ça va bien au-delà de l'infrastructure informatique, des matériels et ce genre de choses-là. C'est tout le système d'information qui est modélisé dans une base de données. Pour faire quoi? En fait, pour faire une évaluation d'un changement, il est beaucoup plus simple que je fasse une requête pour voir l'impact de ce changement dans une base de données configuration, plutôt que de devoir aller me balader sur l'ensemble des postes de l'entreprise pour évaluer l'impact de ce changement. Donc, il est important de disposer de cette base de données pour pouvoir faire des simulations, pour pouvoir faire des requêtes dessus. Ça va être extrêmement souple et ça va me faire gagner énormément de temps. Et ça va me permettre de maîtriser encore plus mes changements. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut constituer cette base de données et le plus difficile, bien sûr, c'est de la maintenir à jour. Donc, ITIL va préconiser des activités pour constituer et garder à jour cette base de données des configurations. Une fois que je vais avoir chiffré l'impact, évalué l'impact de ce changement, eh bien, je vais déployer ce changement, je vais mettre en production ce nouveau service, et là, c'est un process qui s'appelle gestion des déploiements et des mises en production. On va voir la différence qui existe entre déployer et mise en production. En fait, la mise en production, c'est l'élément de service que je vais déployer. C'est-à-dire l'élément de service, ça peut être un serveur, ça peut être un morceau d'application. Et bien ça, c'est ma mise en production, parce que je vais grouper ce serveur, cette application, ces différents éléments d'infrastructure dans une mise en production. C'est-à-dire, je vais en faire un paquet. Et ce paquet, je vais le déployer. Dans l'acte de transférer en production quelque chose, ça s'appelle un déploiement. Et l'objet que vous mettez dans l'environnement de production, c'est une mise en production. Ensuite, alors ça sont des process qu'on ne verra pas dans le cadre de fondation parce qu'ils sont un petit peu avancés. C'est les process de test et de validation de service qui visent à quoi? À valider que le service, une fois en production, eh bien, fonctionne comme il était prévu qu'il fonctionne. Alors il faut faire ce travail-là en production aussi, parce que vous avez tous des différences entre les plateformes de développement, de pré-prod, de qualification, de prod, etc., de test. Donc il faut faire une validation dans l'environnement de production de la conformité du service par rapport aux exigences. Le process suivant, c'est un process qui est un peu un ovni à cet endroit-là dans ITIL, c'est celui d'évaluation du changement. L'idée de ce processus-là, c'est pour les gros changements, les changements très impactants, transversaux dans l'entreprise, on ne peut pas évaluer l'impact de ce changement-là avec un process simple, avec un workflow relativement simple, comme celui qu'on trouve dans la gestion des changements qui est juste au-dessus. Il faut une évaluation formelle, il faut un processus formel d'évaluation du changement, il faut une sorte de mode projet pour arriver à faire le tour de l'impact du changement. Pour les gros changements, il faut déclencher un mode projet pour avoir une vue la plus globale possible, la plus complète possible de l'impact du changement sur l'organisation. Évaluation du changement, c'est un processus sur lequel on va passer parce qu'il ne fait pas partie du programme Fondation. Et puis enfin, le dernier process de l'étape de transition, c'est la gestion des connaissances. En ayant fait toutes ces activités depuis la stratégie, on a appris énormément de choses sur les services, sur l'infrastructure, sur les clients, sur les métiers. C'est le bon moment pour consolider toutes ces informations-là, toutes ces connaissances-là, parce que là, on va passer en exploitation. C'est-à-dire que le service, là, à ce moment-là, il est déployé. On est après les mises en production. Le service, il est déployé. Pour assurer le support de ce service-là, on va consolider toutes nos connaissances vis-à-vis de ce service dans un CMS, un Configuration Management System, qui va, je reviendrai là-dessus, bien entendu, qui va consolider toutes les informations, toutes les connaissances du fournisseur de service, et qu'on va pouvoir transmettre ensuite aux opérations. C'est-à-dire que la gestion des incidents, la gestion des problèmes, etc., va s'appuyer sur la gestion des connaissances pour trouver, par exemple, pour la gestion des problèmes, les causes sous-jacentes des incidents, et pour régler les problèmes d'incidents, et pour etc., etc., etc. La gestion des connaissances est bien positionnée là, parce que c'est à ce moment-là qu'on va consolider les connaissances pour les transmettre aux équipes d'exploitation. Et donc, cette quatrième phase, qui est l'exploitation des services, dans laquelle on va retrouver des choses dont vous avez entendu parler, ou vous connaissez certainement, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des événements également, la gestion des événements qui est un petit peu le monitoring global de la direction informatique, en tout cas de la production informatique, où on va positionner des sondes un peu partout pour mesurer, pour prendre le pouls de l'infrastructure et détecter des conditions exceptionnelles, de manière à pouvoir agir le plus tôt possible avant même que se déclenche qu'on vive un incident.
On va gérer également les requêtes, les demandes de service, c'est-à-dire l'utilisateur qui appelle le centre de service et qui a une demande, une question, qui veut qu'on lui installe une application sur son poste, qui veut qu'on lui réexplique comment faire un public postage dans Word ou un tableau croisé dans Excel. Bref, toute question à destination du fournisseur de service est traitée dans le cadre de ce processus-là d'exécution des requêtes ou de gestion des demandes de service. Et enfin, le dernier processus de l'exploitation, qui est la gestion des accès, c'est-à-dire donner accès, refuser l'accès aux utilisateurs qui sont accrédités pour accéder à l'information, à une application, à un service. C'est dans le cadre de ce processus-là qu'on va gérer les accès aux services. On trouve également dans l'exploitation les fonctions. Vous vous souvenez encore une fois que les fonctions, c'est des groupes de personnes, des équipes. Hein. Pourquoi est-ce qu'elles sont raccrochées à l'exploitation? On va le voir dans un instant. Dans les fonctions, on a majoritairement des métiers techniques qui sont près de l'infrastructure et des connaissances spécialistes techniques de l'informatique. Du coup, on est relativement proche de l'exploitation. C'est pour ça qu'on les a raccrochés à cette étape du cycle de vie. On va passer ça en revue ensemble juste après. Les 4 premières étapes du cycle de vie, et puis on a la 5e, alors qu'il ne faut surtout pas voir comme étant quelque chose qu'on fait à la fin, une fois que tout est terminé, mais au contraire quelque chose qui est en filigrane. C'est pour ça que je préfère le schéma en rond, dans lequel on voit que l'amélioration continue entoure tout l'édifice utile. Il y a un processus dans l'amélioration continue, alors qu'on appelle CSI, Continual Service Improvement, qui est le processus d'amélioration du CSI, qui est un processus en 7 étapes, et qui vise à améliorer continuellement les services, les processus, de manière à en tirer toujours plus de qualité, d'apport de valeur, de performance et de conformité à ce qui était prévu qu'il soit à l'origine. Voilà. Vous avez une vue complète, dit-il. Alors, vous remarquez que les concepts qui sont derrière sont des concepts à la limite de l'informatique. Et on pourrait très bien appliquer ce cycle de vie-là à une entreprise au global. Exemple, je suis une compagnie aérienne. Quels sont les services que je vais pouvoir proposer à mes clients, à mes utilisateurs? Est-ce que je peux imaginer un nouveau service de transport aérien auquel les utilisateurs pourraient adhérer et qui pourrait rendre service à mes utilisateurs? Ben ça nécessite que je connaisse les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces du marché. Bref, que je fasse une analyse stratégique pour les services. Que je sache à quel coût et à quel prix les services pourraient être vendus. Que je connaisse la constitution des coûts de mes services pour savoir si je vais être en mesure de faire accepter ces services par mes clients au niveau financier. Et puis, il y a peut-être un certain nombre d'investissements qu'il va falloir que je fasse, par exemple de renouvellement de matériel, des avions, ce genre de choses-là, qui nécessitent qu'on ait une priorisation, d'où la gestion du portefeuille. Je ne vais pas pouvoir renouveler toute ma flotte à un moment donné. C'est pareil pour la demande. Il faut que je sache à quel moment dans l'année mes clients prennent l'avion. Est-ce que c'est au niveau des vacances? Est-ce que c'est en début d'année, en fin d'année, au milieu? Bref, il faut que j'ai une idée de la demande de mes clients pour savoir à quel moment est-ce que mes avions doivent être le plus disponibles, pour ne pas les laisser clouer au sol. Et puis tout ça, ça va nécessiter que je me rapproche de mes clients pour connaître mes besoins, pour m'assurer qu'ils sont satisfaits des services que je délivre. Et donc, il faut que je mette en place une gestion commerciale, une gestion des relations business. Ensuite, si je pense à un nouveau produit de voyage ou à un nouveau service de transport, je vais tout de suite le mettre au catalogue, de manière à avoir le ressenti des clients en direct et que mes commerciaux commencent à vendre ce nouveau service et nouveaux produits de voyage, par exemple. Je vais regarder quels sont les types d'engagements que je vais pouvoir signer avec mes clients, c'est-à-dire signer un contrat. Quand j'achète un billet d'avion, je signe un contrat, même si je n'ai pas signé mon nom dessus. Il n'y a pas besoin d'une signature sur un contrat pour qu'il soit valide. Il y a juste besoin d'une contrepartie et d'un accord entre les parties. Donc, quels sont les types de contrats, les types de billets que je vais pouvoir vendre à mes utilisateurs, à mes clients? Quelles sont les garanties que je vais pouvoir offrir à mes utilisateurs, à mes clients vis-à-vis des voyages que je vais leur proposer? En termes de performance, alors, des avions, en termes de disponibilité, est-ce que je vais avoir 10 vols par jour, 100 vols par semaine, je ne sais pas. Et en termes de continuité, il ne s'agit pas que si l'infrastructure informatique plante, que je ne sache plus où sont mes avions ou que je sois incapable de les piloter. D'accord ? De la même manière, si j'ai ma flotte d'avions à renouveler, ma gestion des fournisseurs, elle va être utile. Bon, là, dans le cas de l'aviation, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de constructeurs d'avions
sur la Terre. Donc on va avoir un choix relativement restreint, mais néanmoins, quand je vais faire ces achats, eh bien, il y a intérêt à ce que j'ai un procurement, j'ai un process d'achat qui soit rodé, etc., etc., etc. Ensuite, quand je vais mettre en production ce nouveau service de voyage, par exemple, je vais peut-être avoir à changer un certain nombre de choses, peut-être avoir à adapter mon offre, peut-être avoir à mettre en production des nouvelles applications, des nouveaux outils qui vont me permettre de piloter, de suivre les ventes de ce nouveau produit, de regarder comment est-ce qu'il est consommé, à quel moment est-ce qu'il est acheté. Et donc ça va être assez intéressant de gérer une base de données des configurations pour savoir quel est l'état de ma flotte, quels sont les différents avions qu'il va falloir que je renouvelle par rapport à leur âge ou à leurs caractéristiques. Et puis mettre en production ce nouveau service, eh bien, c'est faire un déploiement. Et puis je vais avoir acquis beaucoup de connaissances, donc je vais consolider ces connaissances dans une gestion de connaissances. Et puis au fur et à mesure que ce nouveau service va se déployer, eh ben, je vais avoir mes voyageurs qui vont prendre l'avion, je vais surveiller mes avions, je vais surveiller le fonctionnement de tout cet appareillage, une gestion des événements, je vais certainement avoir des incidents, j'espère que je n'aurai pas trop de problèmes. Bref, vous avez compris. Je peux adapter ITIL à une organisation au sens large en me déconnectant des aspects informatiques. Vous voyez que en fait, les grands concepts, les grandes idées qui sont derrière les processus d'ITIL sont des idées suffisamment larges, suffisamment génériques pour pouvoir être reprises, par exemple au niveau de l'entreprise, pour adresser les besoins des métiers eux-mêmes.